Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le saviez-vous? Il existe un homme qui a participé à la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Il a été fait prisonnier par les Japonais. Il a travaillé sur la voie ferrée de la mort entre la Birmanie et le Siam. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Puis il a embarqué dans un bateau. Celui-ci s'est fait torpiller par un sous-marin et il a été envoyé dans un camp pas loin de Nagasaki. Attends, Nagasaki? Quand? Non. Si. Il a survécu à toutes ces horreurs, il a même mené une longue vie. Attention, accrochez-vous, voici l'histoire passionnante et un petit peu mouvementée d'Alistair Urquhart. Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Alistair est né à Aberdeen en Écosse en 1919. Il a été recruté dans l'armée britannique en 1939 à l'âge de 19 ans. Il est envoyé en 1941 à Singapour, territoire britannique depuis 1824. Le port de Singapour était la principale base navale britannique de la zone. Elle permettait de contrôler le passage de tous les navires passant par le détroit de Malacca, déjà très important dans le commerce maritime mondial de l'époque. Aujourd'hui, la plus grande voie commerciale du monde passe par là. Bref, les Britanniques constatent que le Japon envahit tout ce qui se trouve autour de lui, et ce, bien avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Taïwan en 1895, l'île de Sakhalin en 1905, la Corée en 1910, la Mandchourie chinoise en 1931, et carrément tout le sud-est asiatique début 1942. Mais revenons à Singapour. Alistair y arrive en 1941 alors que les Alliés renforcent la forteresse de l'île en prévision de la future invasion japonaise. Et ce qui devait arriver arriva, les Japonais attaquent Singapour du 31 janvier au 15 février 1942. Ils remportent une victoire écrasante alors qu'ils n'étaient que 36 000 contre plus de 85 000 Britanniques. Le Japon fait près de 80 000 prisonniers, autant dire presque tous les soldats, dont Alistair. La chute de Singapour, le 15 février 1942, est décrite par Winston Churchill comme le pire désastre et la capitulation la plus importante de l'histoire britannique. Commence alors pour Alistair une marche forcée de 30 km jusqu'à la caserne de Selarang, à l'est de Singapour, devenue un vaste camp de prisonniers de guerre. Bah oui, il faut bien mettre ces milliers de soldats quelque part. Sur le chemin, la route est bordée de têtes de Chinois décapités et placées sur des pointes. Alistair reste dans ce camp quelques mois avant d'être entassé avec des dizaines d'autres prisonniers dans un wagon en acier servant à transporter le bétail. Il fait sombre, l'air est rare, chaud et vicié, et les côtés en acier du wagon brûlent toute peau qui entre en contact avec eux. Ce qu'il ignore, c'est là où le Japon l'envoie, la voie ferrée de la mort. Mais elle ne porte pas encore ce nom à l'époque. À ce moment-là, le Japon, qui a conquis tout le sud-est asiatique, a un problème pour ravitailler ses troupes en Birmanie. Il n'existe aucune infrastructure de transport entre la Birmanie et la Thaïlande à cause d'une épaisse zone montagneuse recouverte d'une gigantesque jungle entre les deux États. De plus, la mer est loin d'être sûre car étroitement surveillée par les sous-marins britanniques. Le Japon décide alors de remédier à cette situation en construisant un chemin de fer pour relier Bangkok à Rangoon. Le projet est lancé dès juin 1942. Après 5 jours et 5 nuits dans le train, Alistair et ses compagnons d'infortune débarquent, mais il faut maintenant se rendre sur le chantier. Le groupe de prisonniers se lance alors dans une marche forcée de 50 km. Poussés par des baïonnettes et battus avec des cannes de bambou, ils ont l'obligation de maintenir un bon rythme dans l'épaisse jungle, tout en évitant évidemment les serpents venimeux qui pendaient des branches au-dessus de leur tête. À son arrivée au camp de Konyu sur la rivière Kwai, un camp de travailleurs forcés parmi tant d'autres sur cette rivière, Alistair avait contracté le paludisme et était couvert de gale et de poux. Malgré tout, il doit tout de suite aider à construire les huttes dans lesquelles lui et ses 200 camarades d'infortune devaient vivre. Une fois les huttes terminées, il commence alors à travailler sur le tristement célèbre chemin de fer, en coupant la jungle, creusant des cols, franchissant les ravins et les rivières dans une des régions les plus inhospitalières du monde. Le tout avec des rations de nourriture à peine suffisantes pour un seul homme. En plus des populations civiles des pays conquis déportés pour travailler sur le chantier, entre 200 000 et 300 000, plus de 60 000 prisonniers de guerre, 30 000 Britanniques, 18 000 Hollandais, 13 000 Australiens et 700 Américains sont envoyés travailler sur ce gigantesque chantier. Et pour des milliers d'entre eux, ce chemin de fer les mènera très rapidement à la tombe. Les prisonniers sont forcés de travailler jusqu'à 16 heures par jour, l'environnement est difficile, la jungle est habitée d'animaux dangereux, serpents, fauves, insectes et autres joyeusetés, la malnutrition, les conditions d'hygiène déplorables, l'absence de soins médicaux et le climat tropical contribuent à développer des maladies telles que la dysenterie, le malaria, le beriberi ou le choléra. À cela s'ajoute la brutalité des soldats japonais.
En effet, les 12 000 militaires japonais chargés de la surveillance du chantier sont ceux qu'on n'estime pas capables d'aller sur le front. Et dans un pays où l'honneur occupe une place si importante dans la société, s'occuper de ce chantier est finalement assez dégradant. La frustration et la rancœur de ces hommes conduisent à des actes barbares et inhumains à l'encontre des prisonniers sous leur garde. Les soldats japonais ont l'autorité d'infliger n'importe quelle punition pour n'importe quelle faute, et ce, de manière totalement arbitraire. Par exemple, l'un des gardes d'Alistair soulageait son ennui en faisant rouler des rochers sur les prisonniers qui travaillaient en contrebas. Et déjà à ce moment-là, Alistair a bien failli y rester. Les coupures aux pieds et aux jambes causées par les plantes vénéneuses et les outils, la sous-alimentation, le manque d'hygiène, font que les plaies s'infectent et se transforment en ulcères qui pourrissent. On lui conseille de ramasser quelques asticots dans les latrines et de les mettre dessus pour grignoter la chair malade. Par chance, Alistair parvient à guérir et pendant 7 mois il éclate la roche à coups de pioche sur un tronçon connu sous le nom de Hellfire Pass ou Passage du feu de l'enfer. Ce nom est dû aux torches qui éclairaient le chantier la nuit pour permettre la continuation des travaux. Alistair, affaibli et affamé, contracte maintenant le choléra. Il est alors envoyé à Shunkai, un grand camp hospitalier, et en plus du choléra, il souffre de dysenterie, du beriberi et du paludisme, et il a même perdu l'usage de ses jambes. Alors qu'on pense qu'il n'en a plus pour très longtemps, Alistair guérit malgré tout après 6 mois de traitement. Et il est renvoyé à Singapour. La voie de chemin de fer, quant à elle, est achevée dès septembre 1943, et tout le monde s'accorde pour dire que c'est une véritable prouesse technique. 400 km de chemin de fer ont été réalisés dans une région de montagne, de jungle, le tout sans aucune machine. Ouais, ces travailleurs ont creusé des montagnes à la pioche et la voie compte plus de 600 ponts. À cause des conditions de vie et de la brutalité des soldats, 100 000 travailleurs ont perdu la vie dans la construction de cette ligne de chemin de fer. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique. Et l'incroyable parcours d'Alistair continue, nous sommes en septembre 1944 avec 900 autres prisonniers de guerre britanniques. Alistair embarque alors à bord du cargo Kashidoki Maru. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il montait dans un bateau de l'enfer. C'est le nom des navires utilisés par la marine japonaise pour transporter des prisonniers de guerre alliés. À l'intérieur, les soldats étaient souvent entassés dans des cales avec très peu d'air, pas de nourriture ou d'eau, dans des traversées qui pouvaient durer plusieurs semaines. Beaucoup mouraient d'asphyxie, de faim ou de dysenterie. Dans l'atmosphère chaude, sombre et fétide, les hommes étaient rendus fous par la soif. Le cannibalisme n'était même pas inconnu. Faut bien survivre. Ces transports de prisonniers n'avaient aucun signalement et donc étaient attaqués forcément par les sous-marins et l'aviation alliés, sans qu'ils puissent dominer la réelle fonction de ces navires. Impossible de savoir que ces bateaux transportaient les leurs. Au total, 20 000 prisonniers de guerre sont morts dans des navires de ce type. Quant à Alistair, 6 jours après avoir quitté Singapour, nous sommes alors le 12 septembre 1944, le navire est torpillé par le sous-marin américain Pampanito. Il coule en 15 minutes et cause ainsi la mort de plus de 500 personnes. Mais toujours pas Alistair qui trouve des débris qui vont l'aider à garder la tête hors de l'eau. Et il flotte. 1 jour, 2 jours, 3... 4, et enfin vient le 5e jour, alors il est gravement brûlé par le soleil, affamé et épuisé, il est récupéré par un baleinier, américain, japonais, qui le dépose sur l'île de Hainan. Et comme s'il n'avait pas assez souffert, on le fait monter dans la cale d'un autre bateau de l'enfer. Le convoi sera lui aussi attaqué par des sous-marins américains, mais après 11 jours de voyage dans les mêmes conditions que le premier navire. Alistair arrive quand même jusqu'au Japon. Il est rapidement mis au travail dans une mine de charbon à Omura. Mais bon, après toutes ces aventures, vous vous doutez que Alistair est dans un sale état. Aussi, un médecin écossais qui travaillait comme infirmier dans l'hôpital du camp, au courant de l'état d'Alistair, persuade les Japonais de le transférer à l'hôpital, où il travaillera dans les jardins. Ce médecin a sauvé la vie à Alistair et à bien d'autres prisonniers de guerre. Malheureusement, Omura se situe non loin de Nagasaki. Le matin du 9 août 1945, tandis qu'Alistair travaillait dans les jardins, un avion américain passe dans le ciel. Rien d'inquiétant, les avions de reconnaissance américains sont chose courante. Mais d'un coup, il est renversé par un vent chaud. Il vient juste de sentir le souffle chaud de la bombe Fatman tomber à 11h02 à 469 mètres au-dessus de Nagasaki. Mais heureusement, le camp est assez éloigné pour ne pas mourir du souffle de la bombe ou des radiations. La fin de la guerre est toute proche. Vous vous dites tant mieux? Ça aurait pu très mal finir. Bah oui, la fin de la guerre est toute proche et tout le monde le sait. Et dans les jours qui suivent, Alistair et ses camarades craignent que les Japonais ne les massacrent pour détruire les preuves de leurs atrocités. Ah oui, c'est... oui. Le 21 août 1945, le commandant du camp arrive, rassemble les prisonniers et annonce la fin de la guerre. Ouf. Lorsque les Américains récupèrent Alistair, il est méconnaissable tellement il a maigri. Après avoir récupéré à San Francisco quelque temps, il retourne à Aberdeen le 18 novembre 1945. Durant sa vie comme prisonnier, il a écrit des dizaines de lettres à sa famille, aucune ne lui est parvenue.
Vous n'imaginez donc pas la joie que la famille a pu ressentir lorsqu'ils ont vu Alistair revenir dans sa ville natale alors que tous le croyaient mort. Il a finalement passé le reste de sa vie en Écosse comme plombier, il a rencontré plusieurs fois le prince de Galles et rédigé une autobiographie, The Forgotten Highlander, et Alistair Urquhart, né le 8 septembre 1919, meurt le 7 octobre 2016 à l'âge de 97 ans. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe, financièrement sur Tipeee ou Utip. N'oubliez pas de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de lâcher le petit pouce en l'air qui va bien. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque-là, c'est grâce à vous. Rejoignez-les, j'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.